Une petite histoire de guerre, chapitre 8. Je ne sais pas trop comment une rédaction se glisse dans votre tête. Mais il fallait absolument que j'écrive sur les fantômes de Bataan. J'ai lu mon texte à la classe. Je faisais se parler les soldats, les Américains et les Japonais. À la fin, Arturo a levé la main. Jack est un pacifiste et il trahit son propre père. Si mon vieux était mort dans la jungle, je ne chanterais les louanges d'aucun Japonais, mort ou vif. Mr. Franklin, lui, a dit de ne pas appeler son père mon vieux. Mais monsieur, il s'appelle comme ça lui-même, le vieux. Ça, c'est son privilège. Tu n'as pas les mêmes en classe, répondit Mr. Franklin. Barnaby Rosenstock, qui avait été mon rival et était maintenant mon ami, a dit que le ministère de la guerre ne permettrait pas à des soldats américains de fraterniser avec des Japs à Bataan, ni nulle part ailleurs. Mais ce sont des fantômes, Barnaby, ai-je dit. Alors, écris une meilleure histoire de fantômes. Et ça a continué sur ce ton. Morissette ne voulait même pas me regarder. Mr. Franklin a dû défendre ma rédaction. Mais vous n'avez jamais entendu parler du chagrin et de pitié. Jack n'est pas un pacifiste. Il nous dit que les morts ont leurs propres soucis, qui n'ont rien à voir avec les notions de nation et d'orgueil national. Êtes-vous pacifiste, Mr. Franklin a demandé Harriet Godwin, qui est très honnête. Non. J'ai un problème cardiaque, sinon j'aurais très bien pu être à Bataan. Mais la classe n'éprouvait pas beaucoup de sympathie, ni pour Mr. Franklin, ni pour le petit Jack. Au Sugar Bowl, je me sentais rejeté de tous. Arturo et Morissette pavoisaient à leur table. Barnaby Rosenstock m'a tourné le dos. La date est fixée, a crié Arturo. Nous serons officiellement fiancés le 11 mars. Mon vieux est allé acheter la bague. Maman prépare les invitations. Chacun en recevra une par la poste. La mienne est arrivée le lendemain. Elle était glissée dans notre boîte aux lettres comme une sorte d'objet magique, adressé à Mr. Jack Dalton. Mr. et Mrs. Burton Fink seraient heureux de vous recevoir à la fête qu'ils donnent en l'honneur de leur fils Arturo et de sa camarade de classe, Morissette. Il n'était question ni de fiançailles, ni de bagues, et peut-être que Mr. Fink n'avait pas osé mentionner des fiançailles entre mineurs par courrier. Et puis, j'ai compris de quoi il s'agissait réellement. Mr. Fink donnait une réception hollywoodienne dans sa belle maison de la 76e rue. Bah, tout ça, c'était du toc. Je n'avais pas envie d'y aller. Hollywood sur Hudson, bah ça ne m'intéressait pas. Oui, c'est là qu'Arturo habite avec ses parents, au bord de l'Hudson. La bague de fiançailles non plus. Mais Morissette, elle m'intéressait. Je pourrais la regarder pendant la fête et essayer de savoir si elle était vraiment amoureuse d'Arturo ou si elle l'épousait pour son argent, comme son fantôme me l'avait dit en rêve. J'ai coché la carte réponse. Oui, Mr. Jack Dalton serait heureux d'assister à la réception de Mr. et Mrs. Fink. J'ai collé un timbre sur l'enveloppe avant de la glisser dans la boîte. Et puis j'ai parlé de la fête à maman. Va falloir que je t'achète des vêtements neufs, a-t-elle dit. Mais non, on peut pas se payer ça, papa est mort. Elle s'est mise à pleurer. Maman, excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. Est-ce qu'on peut acheter des vêtements avec des tickets de rationnement? Je pourrais peut-être en trouver assez pour qu'on ait une chemise gratuite. Elle a un peu ri. Les vêtements ne sont pas rationnés, idiot. C'est simplement difficile de trouver de l'argent pour en acheter. Mais on va se débrouiller. Maman m'a emmenée chez Robert Hall, un magasin pour hommes de Broadway, où il y a toujours des soldes. Nous sommes allés au rayon garçonnet. Il y avait une grande affiche sur le mur représentant un officier américain qui avait l'air en colère et qui disait « Souvenez-vous de Bataan !» Je n'avais pas besoin d'une affiche pour me souvenir de papa. C'est moi qui aurais dû avoir l'air en colère. Dans le coin des soldes d'hiver, maman m'a acheté un costume. Elle a utilisé le système de crédit du magasin. Le directeur lui a remis un petit carnet où est indiqué combien elle doit payer chaque mois. J'étais pas trop fière de ce carnet. Ça m'a donné l'impression que mon costume, je ne faisais que le louer.
Il appartiendrait au magasin jusqu'à ce que maman ait tout remboursé. Mais je n'ai pas dit un mot. De quoi aurais-je eu à me plaindre, hein? J'avais mon costume pour les fiançailles d'Arturo. Maman m'a repassé une chemise et a ciré mes chaussures. Elle m'a donné une des cravates de papa, celle avec des rayures noires et or, et j'étais fière comme tout de la porter. Maman a gardé toutes les affaires de papa dans la penderie, et quelquefois, quand elle se sent très triste, elle entre dans la penderie et serre un costume de papa dans ses bras, comme si elle était folle. Mais elle ne l'est pas. Ah, papa lui manque, c'est tout. Je suis arrivée devant la belle maison des Fink. Je déteste le reconnaître, mais j'avais peur. Au creux de l'estomac. Je savais que je n'aurais pas dû venir. Arturo était mon ennemi. Il l'avait toujours été, même avant de me voler ma fiancée. Seulement, c'était comme si le fantôme de Morissette me chantait au creux de l'oreille pour me tenter. « Mr. Jack Dalton, Mr. Jack Dalton, entre !» Et je suis entrée. Le hall était à lui seul plus grand que tout notre appartement. Il y avait au mur des photos de toutes les grandes stars du cinéma, dédicacées à Arturo et à son père. À mon partenaire silencieux Arturo de la part du couple. Gary Cooper, naturellement. Et j'ai immédiatement été jaloux, avant même d'avoir fait 2 pas à l'intérieur de la maison. Il y avait en effet un tableau de Gary Cooper sur lequel était mentionnée sa signature à mon partenaire silencieux Arturo de la part du couple. J'ai arrêté de lire ce que Clark Gable et John Crawford et Ingrid Bergman avaient à dire. Je n'étais pas un enfant de Hollywood comme Arturo, moi, je le serai jamais. Le maître d'hôtel m'a fait entrer dans le salon qui donnait sur le fleuve. J'ai été comme hypnotisée en voyant l'eau qui bougeait en petites taches blanches bordées d'écume et qui ressemblaient à des doigts vivants. Je me suis demandé si une famille de géants marchait sous l'eau et respirait l'air du bout des doigts. J'ai eu envie d'appartenir à une famille comme celle-là. Mais cela ne valait pas la peine si je devais pour la peine perdre maman. La moitié de la classe a surgi de la pièce, Arturo en tête. Il portait un blazer de marin avec des boutons dorés. Il avait dû emmener les autres faire le tour de la maison. Il était hors d'haleine, mais il lui restait assez d'oxygène pour se moquer de moi. « Mais où c'est que t'as déniché ta veste, Jack? C'est un reste de la Première Guerre mondiale ?» Pour moi, c'était clair. Il faudrait un jour que je le tue. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer dans cette petite poche sous mon cœur, là où personne ne pouvait m'entendre. Ma mère s'était endettée chez Robert Hall. Enfin, afin de m'acheter des vêtements de fête pour une fête qui ne valait pas 3 sous. C'est tout neuf, ai-je dit. Ça vient de chez Robert Hall. Arturo a ri. Robert Hall, moi j'aimerais mieux être mort que vu là-bas. J'ai essayé de me jeter sur lui, mais Barnaby Rosenstock m'a retenu. Et quand j'ai regardé en direction de Morissette, je n'ai pas lu beaucoup d'intérêt pour Jack dans ses yeux. J'ai arrêté de me battre. Je me suis tenue aussi tranquille qu'un fantôme. J'ai bu du punch. Je dansais avec Harriet Godwin et Ruth Malone. Je sentais mon esprit se hisser hors de mon corps et abandonner Mr. Jack. J'étais tout seul. Mrs. Burton Fink a apporté le gâteau. Arturo a sorti de la poche de son pantalon une boîte recouverte de velours. Il l'a ouverte. Dedans, une bague en or était posée sur du satin. Il l'a prise entre ses doigts, a souri de toute sa sotte figure ronde et a dit « Avec mes camarades de classe pour témoins, moi, Arturo, 11 ans et demi, je promets d'épouser Morissette, 11 ans et 3 mois, à une date ultérieure qui sera fixée d'un commun accord par nos parents et nous-mêmes. » C'était vraiment du toc, ce discours. Et Arturo a passé la bague au 4e doigt de la main gauche de Morissette. Mr. Jack n'aurait pas du tout fait comme ça. Je me serais agenouillée comme un chevalier, j'aurais fixé une date, l'avenir. Ça ne signifie pas grand-chose au milieu d'une guerre. Il n'y aura pas d'avenir pour moi tant que le général MacArthur ne sera pas retourné à Battant. Je n'aurais pas fait figurer les parents dans le tableau. J'aurais voulu que maman assiste au mariage, mais pas qu'elle en fixe la date. Et j'aurais embrassé Morissette, si fort
et si longtemps que les racines de ses cheveux en seraient devenues toutes rouges. Mais c'était Arturo qui avait la bague et Morissette. Et moi, seulement de la poussière entre les doigts de pied et un costume de chez Robert Hall dont Arturo se moquait. Mr. Fink a descendu l'escalier avec sa caméra. Il portait une écharpe en soie. Bon, d'accord, c'était un personnage hollywoodien en train de tourner un petit film dans sa belle maison. Hein, oui. Il a fait poser Arturo et Morissette devant le gâteau. Le gros garçon a passé son bras autour de la taille de Morissette qui battait des cils. Elle a poignardé le gâteau avec un couteau d'argent. Elle était la vedette du spectacle. Mais moi, je me suis senti devenir fou. Monte l'escalier, Mr. Jack. J'ai écouté cette voix, quelle qu'elle soit. Je suis entrée dans une chambre. Ce ne pouvait pas être celle d'Arturo. Le lit était beaucoup trop grand. J'ai vu la photo du président Roosevelt au mur. Il portait une cape de marin et des petites lunettes posées au bout de son nez. Ce n'est qu'un infirme. Ce n'est qu'un infirme, disait la voix. C'était pas juste, Mr. Roosevelt avait attrapé la polio quand il était déjà adulte. Bah oui, c'est une maladie d'enfant, mais il l'a eu parce qu'il a nagé dans l'eau sale. Ses deux jambes sont mortes et il doit se déplacer dans une chaise roulante. Il n'aime pas qu'on le voie ainsi. Hitler l'appelle « cet infirme qui est à la Maison Blanche ». C'est ce que nous a dit Mr. Franklin. Et c'est peut-être Hitler qui commande à la voix qui me résonne dans la tête. Oh, ça m'est égal. Les Allemands sont les Allemands et les Japs, les Japs. Il n'y avait pas d'Allemands à Baton. La chambre avait sa propre petite salle de bain et j'y suis entrée. Je me sentais fou et méchant. Je continuais à voir Morissette avec sa bague et Arturo en train de l'embrasser avec ses grosses lèvres. Mr. Fink n'aurait pas dû filmer ça. Je détestais Robert Hall. Je détestais Mr. Fink. Il y avait une boîte de mouchoirs en papier fixée au mur. C'est difficile de trouver des mouchoirs en papier à cause de la guerre. J'en ai tiré, sans m'arrêter. Je les ai entassés dans le lavabo, tout un tas, comme une petite montagne. Mais il fait, Mr. Jack. Je n'aurais jamais deviné que je pouvais devenir un incendiaire. Je ne trouvais pas d'allumettes. Mais il y avait un briquet posé près du lavabo avec les initiales C.G. Clark Gable. Toute la maison ressemblait à un musée des stars de cinéma. J'ai ouvert le briquet, j'ai fait tourner la roulette jusqu'à ce que la flamme s'allume, et j'ai mis le feu dans le lavabo. Rajoute des munitions, Mr. Jack. J'ai ajouté du papier, encore du papier. Le miroir au-dessus du lavabo est devenu tout noir et moi, je ressemblais au diable. Le feu a commencé à lécher le mur. Je n'étais pas encore satisfait. J'ai jeté une serviette éponge dans le lavabo. Elle a brûlé presque aussi vite que les mouchoirs en papier. Je suis ressortie de la salle de bain. Je n'ai pas pris le briquet. Je suis pas un voleur. Hein. J'étais Jack le diable. Mais j'avais honte devant la photo de Mr. Roosevelt. J'ai descendu l'escalier. Tout le monde dansait. Je n'ai pas eu besoin que le maître d'hôtel me raccompagne à la porte.